Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très chers viewers, c'est Phil Seraphil, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver en cette nouvelle net critique où je vais tout simplement aborder, avec 100% spoiler, donc vous êtes prévenus, la série Netflix de Alain Chabat, c'est-à-dire Astérix et Obélix, le combat des chefs. Pour l'occasion, avant pile le 30 avril, il y a quelques jours avant cette date-là, avant la sortie de la série sur Netflix, je m'étais relu la Zizanie, l'une des BD écrites par Uderzo et Goscinny, tout simplement. Et c'était une BD que j'avais fort appréciée. Puis de toute façon, il faut savoir qu'à la base, c'est que je suis un énorme fanboy d'Astérix, comme tous les Français. C'est des personnages avec lesquels j'ai grandi, avec des thématiques qui sont extrêmement intéressantes, et des thématiques où on peut se retrouver dans les deux camps, en fait. C'est-à-dire entre le progressisme et entre, on va dire, et avec aussi le côté conservateur, sans être, comment dire, caricatural et sans être, comment dire, péjoratif quand je dis ça. Donc voilà, c'est un film, c'est une licence Astérix avec des personnages qui ont marqué les générations d'enfants, qui marquent encore les générations, qui est accessible à tout le monde en plus. Et il y a eu tellement d'adaptations, même les adaptations en 2D, que ça soit aussi Alexandre Astier, que ce soit les films en live action. Même si les films en live action, on a bien vu il y a 2 ans ce qui s'était passé, je ne vais pas vous faire l'affront de ce qui s'est passé en 2023, vous voyez. Déjà que je vais vous faire la critique 100% spoiler de cette mini-série d'Astérix, Le combat des chefs, en 5 épisodes, mini-série en 5 épisodes, tout simplement en 5 parties. Même si quand même j'avais dit dans ma réaction que je vous inviterai à aller en lien en description, ma réaction que j'avais faite du trailer de Astérix Netflix, c'est vrai que j'avais dit qu'à la base, ça aurait été intéressant qu'on puisse avoir ça au cinéma, et ça se confirme encore plus quand je vois la série en question. Même si je peux comprendre que que ça fasse aussi trop long pour le grand public, pour les enfants et pour les parents, ça aurait été un peu compliqué. Même si quand même, à la limite, que ça passe à la télévision, ou encore, et encore, peut-être difficile à la télévision aussi, parce que pour ceux qui ne regardent pas la télévision, aussi qui n'ont pas la télévision comme chez moi, bon, ça aurait été compliqué, et c'est vrai que Netflix, c'est plus facile d'accès, on va dire. Donc, de quoi parle Astérix et Obélix, le combat des chefs? En fait, tout simplement, ça va reprendre la BD du combat des chefs, avec quelques différences près, avec quelques libertés qui sont prises dessus. Où en fait, tout simplement, il y a les Romains qui vont vouloir capturer Panoramix pour justement empêcher les Gaulois d'avoir leur potion magique. Et ensuite, il y a Obélix qui va forcément jeter son menhir sur la tronche de Panoramix par accident pour essayer de le sauver, mais en fait, ça a fait qu'éloigner les Romains, alors qu'à la base, Obélix visait les Romains avec son menhir, voilà. Et en gros, il y a Panoramix qui va devenir fou, Astérix qui va essayer de trouver une solution avec Obélix, il défixe tout ça. Ils sont un peu dans la mouise puisque forcément, il y a tout simplement l'Empire romain qui veut les envahir. Mais entre-temps, aussi, ils organisent une sorte de combat des chefs avec Aparacourcix qui doit s'entraîner pour faire face comment dire, à un chef gaulois qui s'est rangé comment dire, du côté des Romains, c'est-à-dire un chef gallo-romain, c'est-à-dire qui a, comment dire, avec son village gaulois, pris, comment dire, s'est adapté à la civilisation romaine et du côté de César. Donc, en gros, si Aparacourcix perd ce combat, ça voudrait dire que le gagnant, c'est-à-dire le chef gallo-romain, pourrait gagner, on va dire, l'accès et le pouvoir sur le village romain le village gaulois pardon d'Astérix et des autres. Et ça voudrait dire que toute la Gaule serait conquise. Donc, ce serait le risque en gros en question dans cette intrigue. Et donc voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais vous faire une critique comme ça des 5 épisodes directement. Je vais pas passer par 4 chemins, c'est une réussite totale. C'est une masterclass, j'ai vraiment surkiffé. Il y a un respect de fou à l'esprit d'Astérix. Alain Chabat arrive encore et toujours à comprendre l'esprit de ces personnages de BD qu'il adapte, que ça soit même pour le Marsupilami. Et franchement, je vais être honnête avec vous. Honnêtement parlant, j'avais adoré le film du Marsupilami, même s'il est beaucoup décrié, je comprends pas pourquoi. Alors que vraiment, le Marsupilami, c'était vraiment une masterclass où il n'y avait pas ce un peu trop forcé de ce qu'il y avait dans Mission Cléopâtre. C'est vrai que Mission Cléopâtre, c'est un film que j'apprécie pas, surtout avec l'autre qui a eu on va dire, l'autre question qui a eu comment dire, des polémiques et qui a eu des affaires vraiment très salastes, quoi, dans le mauvais sens du terme. Pour revenir quand même sur Astérix, enfin sur le Marsupilami, enfin pour revenir, excusez-moi, sur le Marsupilami, c'est un film que j'avais adoré, d'autant plus que le Marsupilami en CGI était vachement réussi. Ils ont réussi à rendre palpable et réaliste le Marsupilami, et avec un réalisme où vraiment ça tenait la route de fou. Donc apparemment, et ça aussi j'en avais fait une réaction d'un article que je vous mettrai en lien en description sur Philippe Lachaud qui prépare un film sur le Marsupilami, sur le même univers que celui du film de Alain Chabat,
où il y aurait c'est-à-dire une suite avec un marsupilami comment dire, en marionnette, on veut dire en animatronique, un truc comme ça. Bref, un bordel comme ça. Mais j'ai très peur de ce projet-là, en tout cas. Mais le film d'Alain Chabat est vraiment exceptionnel, il était vraiment bien dosé dans l'humour, même si c'était l'humour, on va dire, des nuls de Alain Chabat, tu vois. Mais vraiment, c'est. Là-dessus, j'étais très content. Et c'est vraiment le seul film d'Alain Chabat que j'aime comparé au reste de sa filmographie où c'est vrai que j'ai du mal avec son humour à la base. Mais n'empêche, ce Astérix, le combat des chefs, est une réussite totale. Et vraiment, les nouveaux personnages, que ce soit Metadata, qui en fait est un personnage féminin qui sait s'imposer, qui est pas dans ces stéréotypes, on va dire, conservatrices de Rome, mais qui est à la fois et pas du tout un personnage féministe chiant et lourdingue. Non, c'est vraiment un personnage qui se fait respecter, qui a du caractère, mais qui a de l'humanité aussi, qui est sensible aussi par rapport aux Gaulois, où elle veut comment dire, s'intéresser au peuple gaulois, tout ça, elle veut comment dire, s'émanciper de Rome. Et c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'au début elle pensait que Rome c'était comme ça, mais qu'en réalité en voyant les Gaulois, tout ça, et en voyant aussi la conséquence de l'acte de fin de cette histoire où César veut tout simplement détruire la Gaule, quoi qu'il arrive, détruire les Gaulois, et que justement Metadata est contre ça. Il y a cette idée où vraiment elle est tiraillée entre le côté romain et le côté aussi tiraillée de le côté romain dans le sens où elle prépare les festivités pour le fameux combat des chefs, mais qu'au final elle prend parti pour le coin enfin le monde gaulois. Et c'est vrai qu'à la fin on pourrait penser que Panoramix tout simplement va lui donner la recette de la potion magique pour qu'elle succède à Panoramix, alors que non, pas du tout. Tout simplement, on reste dans cette optique que tout simplement, et ça c'est ce qu'avait utilisé Alexandre Astier pour son film Astérix, Le secret de la potion magique, c'est qu'on pensait que ce serait une petite fille qui plus tard succéderait à Panoramix, que ce serait une femme ou n'importe qui d'autre. Mais en fait non, on reste dans cette optique que c'est à Panoramix, le seul et unique qui connaît la potion magique. Et on pourrait supposer dans plusieurs théories que je suppose que Panoramix, avec tous ses pouvoirs magiques, tout ça, enfin, avec toutes ses capacités, pourrait être littéralement immortel. C'est ce que j'ai pensé au début, surtout dans le premier épisode où on va y revenir précisément, vous voyez bien sûr. Mais voilà, c'était très intéressant par rapport à ça. Et en fait, Panoramix qui en fait donne la recette pour un potager pour Metadata. Donc voilà, c'était très intéressant. Et c'est vrai que vraiment l'antagoniste réel de cette histoire, là où si tu veux César est une conséquence avant tout, bah c'est Fast and Furious. Et là, c'est pas une blague hein, quand je dis ça. Non, non, c'est Fast and Furious, c'est vraiment le nom du méchant, le nom du général romain qui veut, comment dire, détruire les Gaulois littéralement, qui supporte pas, on va dire, l'avancée idéologique, enfin pas l'avancée idéologique, mais l'avancée des, comment dire, de nouvelles, comment dire, mentalités, l'évolution des mentalités. C'est vrai qu'il n'accepte pas ça par rapport à l'avancée de l'époque, tout ça, qui peut être plus subtil et qui peut être en demi-mesure. Ça, c'est très intéressant qu'il ait joué là-dessus par rapport à ça, Chabat. Dans le sens où il n'y a pas. Où en fait, le wokisme, à la fois, on se fout de la gueule du wokisme, mais à la fois, on se moque aussi d'anciennes traditions qui pouvaient être absurdes et qui pouvaient être, comment dire, intolérantes pour beaucoup de personnes. Et comment dire. Pas du tout accessible pour certaines communautés. Mais en fait, ce qu'il arrive à faire à la Shabbat dedans, c'est que, en fait, c'est une série qui peut être accessible à tous, qui se moque à la fois on va dire, du progressisme toxique et qui se moque aussi, on va dire, des vieux croutons boomers qui sont dans une mentalité, on va dire, un peu trop rétrograde, quoi. Et ça, ils ont très bien réussi par rapport à ça. Et franchement, le jeu de mots avec Fast and Furious, ça me fait tellement marrer. Je sais pas si c'est comment dire, un clin d'œil pour Lulu Terrier qui a fait le Fast and Furious 10. Lulu Terrier qui d'ailleurs, pour anecdote parlant, qui avait participé en tant qu'assistant réalisateur pour le Mission Cléopâtre avec un Chabat. Mais en fait, je sais pas si c'est pour lui jeter une crotte de nez sur la gueule ou si c'est pour lui dire «Hey mon pote, je t'ai référencé». Bon, vous savez ce que je pense de Le Terrier par rapport à tout ça. Donc voilà, je vous inviterai à voir le reste de mon contenu par rapport à Lulu Terrier. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. La petite crotte de nez pour Fast and Furious, c'était marrant, mais je sais pas si c'était, comment dire, une blague entre potes, tout ça. Et je sais pas si lui, Taillé, a vraiment compris la blague, et ça m'étonnerait, honnêtement parlant. La subtilité par rapport à ce que vous voulez transmettre à un Shabbat à travers ce nom-là, tout simplement. Potus. Alors là, Potus, il m'a bien fait marrer. Je trouve que Jean-Pascal Zadi est bien subtil. Il en fait pas trop. Il est sympa, mais il est un peu gaffeur, mais quand même, il tient quand même à son grade de général, enfin de dire de chef romain. Et ça, c'est intéressant par rapport à ça. Même si tu vois, il est la tête de turc clairement de Astérix, d'Obélix et de Panoramix, où en fait ils lui font goûter
toutes les potions n'importe comment, et en fait il change de couleur, il devient en noir et blanc. Et franchement, il y a des références dans le cinéma, il est très fort Chabat par rapport à ça. Il a beaucoup de clins d'œil de pop culture, beaucoup de clins d'œil même sur la logique culturelle, on va dire, de culture générale, on va dire, auprès du grand public. Et franchement, ouais, voilà, ce côté où vraiment les Romains, enfin les Gaulois, pardon, vont pas se salir les mains, ils vont dire, hé Romain, ouais, tu goûtes cette potion, hein, vas-y, on s'en fout si t'arrive quelque chose, on veut voir s'il y a la potion magique, tout ça. Donc voilà, ça c'était assez réussi. Et Potus qui en fait se retrouve étonnamment comme antagoniste final pour Obélix, et au final, du coup voilà, il y a cette idée où en fait Panoramix avec Sarus, où en fait il a mélangé trois recettes pour la potion magique, au moment où à la toute fin, il y a les Romains qui boivent la potion magique, tout ça et qui en fait ont la force surhumaine au final des Gaulois de la potion magique, ce qui est une dinguerie, ce qui est vraiment une grosse prise de risque par rapport à la saga, et ce qui peut, et ce qui je pense peut vraiment, mais vraiment diviser la fanbase d'Astérix, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que ça va vraiment diviser auprès des fans, ou que les gens vont applaudir cette prise de risque, qui est nettement plus intéressante et plus logique quand même plus logique qu'un Ryan Johnson dans Star Wars 8. Mais pour revenir sur Potus, qui est vraiment un antagoniste, tu es en mode, voilà, il tabasse Obélix qui a vraiment enfin des ennemis à sa taille, quoi. Et c'est ça le plus fou, parce qu'on sait tous qu'au final, le Romain gallois, le Romain gallois, on va dire le méchant principal, on va dire enfin, l'un des méchants principaux, qui est comment dire l'un des chefs à combattre justement, bah, il se serait fait défoncer directement par Obélix, quoi. Il n'y aurait pas eu d'enjeu, il y aurait pas eu de climax, quoi. Mais vraiment, ils ont réussi jusqu'au bout cette subtilité et même les clins d'œil par rapport à Matrix Reloaded, ou justement dans Matrix 2, t'as tous les agents Smith qui s'acharnent sur Neo. Bah là, c'est la même avec les Romains qui s'acharnent sur Obélix. T'as le fameux clin d'œil justement de Avengers Assemble, de Avengers Endgame, où en fait il y a la charge avec tout simplement Abraxix qui lance la charge, tout ça. Après, cet Automatics, j'ai pas compris comment il a pu récupérer son marteau par magie, je sais pas quoi, en le faisant rapprocher. Est-ce que c'est une sorte d'anachronisme par rapport à la série et par rapport au fait que les Gaulois à ce moment-là, les Gaulois du village, bah en fait ils avaient pas les pouvoirs. Enfin, c'était chelou. Il y avait un petit détail qui m'a comment dire, un peu questionné, quoi. Mais sinon, dans sa globalité, franchement, les clins d'œil, tout ça, et le fait qu'au final, bon, j'avais vu l'extrait, je m'étais fait spoiler l'extrait, mais que en fait les Romains flottent et changent de couleur en clignotant dans tous les sens, bah en fait c'était logique parce que forcément, bah, Panoramix avait fait sa ruse de changer, enfin de littéralement changer la potion magique en faisant un mélange de plusieurs potions, de plusieurs recettes, et forcément ça avait provoqué ce que ça avait provoqué au final. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi Ouais, vraiment, c'est très accessible aux enfants. Et vraiment, par rapport au premier épisode, ouais, par rapport au tout premier épisode, je m'y attendais absolument pas. On a littéralement les origines d'Astérix. Vraiment, les origines d'Astérix. Où Astérix était un petit garçon avec son copain Obélix, où ils étaient des petits encore. Et ça se passe en moins 77, apparemment. Et il y a cette idée, il y a même la voix off qui dit à un moment donné, la voix off qui dit voilà, les années moins 70, c'était la belle époque, tout ça, avec une musique des années 70. Pour ce qui est de la musique, et c'est vrai que pour ce qui est de la musique extra diégétique, pardon, c'était vraiment réussi. Et Alain Chabat a très bien choisi les morceaux, tout ça, par rapport au contexte de l'époque, par rapport au contexte des scènes, tout ça. C'était vraiment une réussite totale. Et même la musique hip-hop et de dubstep, on va dire, de hip-hop, tout ça, quand il y a quand il y a même le chef gallo-romain qui débarque sur le terrain, comment dire, sur le ring pour commencer pour, comment dire, affronter Obélix, tout ça. Mais c'est ça qui est drôle aussi, mais la musique extra-digétique était vraiment bien utilisée. Bon, je passe un peu du coq à l'âne, mais tout ça pour dire que par rapport au contexte, par rapport aux blagues comment dire, d'anachronisme et d'époque, tout ça, c'était très bien utilisé. Et franchement, même au tout début, en termes d'introduction, quand ils défoncent toute l'armée gauloise, toute l'armée romaine au tout premier épisode, c'est très réussi aussi. Le fait que même depuis le perso, on va dire même depuis tout petit, Astérix et Obélix sont vraiment les meilleurs amis du monde. Franchement, Astérix qui a déjà cette lueur d'intelligence, cette lueur de côté malin, on dire de russe, pardon, vraiment ce côté très humain où vraiment il est, comment dire, où il dit à Brix de ne pas dire le secret de la potion magique, tout ça. Sinon, voilà, il y aurait comment dire, leurs camarades qui voudraient les embêter. Et t'as Obélix qui donne de la baffe justement au gamin qui justement est devenu justement le chef gallo-romain. Je suis désolé, j'ai complètement oublié son nom à ce méchant-là justement. Mais voilà, c'était très intéressant par rapport à ça. Et le fait que justement, t'as Panoramix qui découvre que Obélix
avait goûté la potion magique, mais que en fait la potion magique a bel et bien marché, tout simplement. Et en fait, ils reprennent des éléments d'un vieil album de Uderzo et de Goscinny, où en fait, il racontait tout simplement l'histoire de Obélix, ou en fait, de comment il était tombé dans la marmite quand il était petit. Et c'est vrai que c'était une histoire quand j'étais petit qui m'avait fait pleurer parce que j'avais peur pour Obélix en tant que petit garçon, voilà, qui était un petit garçon et qui, voilà, avait fait une bêtise et où je pensais qu'Obélix serait en danger, tout ça. Bon, bref, c'était à une époque où j'étais un petit garçon, où vraiment, même depuis tout petit, en fait, j'ai un affect énorme sur Astérix et je pense que tous les parents français ont fait découvrir à leurs enfants, à chaque génération, Astérix quoi qu'il arrive, quoi. Moi, j'avais déjà regardé les dessins animés quand j'étais petit, tout ça. Bref, c'est toute ma vie Astérix, tout simplement. Tout simplement. Et même pour vous dire, j'étais allé voir presque tous les films live action d'Astérix, sauf les derniers, enfin, sauf l'Empire du Milieu et sauf Mission Cléopâtre, ou avec Mission Cléopâtre, j'étais beaucoup trop petit. Bref, je vous ai déjà dit ce que je pensais de tout ça. Bref, enfin voilà, c'est très intéressant. L'animation est vraiment très attachante. Il y a une animation 3D qui passe de fou, qui serait vraiment cinématographique sur grand écran, qui est vraiment palpable. Et même ce qui est intéressant, quand il y a un Panoramix qui essaie de se réveiller, mais qui a complètement perdu la tête avec le coup du menhir, justement, et ben en fait, tu as Panoramix qui commence à parler avec sa barbe comme avec une marionnette, ce qui m'a fait beaucoup fait marrer, ce qui m'a beaucoup fait marrer, quoi. Et ce qui a été justement la conclusion de l'épisode 2. Et justement, il y a ce côté où vraiment Panoramix, il voit, comment dire, Astérix mais en dessin, avec l'animation 2D, de comment les storyboards ont été animés justement pour l'animation justement de Astérix, ce qui fait une sorte de brisage du quatrième mur qui est vraiment très intéressant et vraiment très réussi. Franchement, c'est du chapeau bas, mais vraiment. Et il y a même ces clins d'œil au cinéma où vraiment, tu as par exemple, quand tu as Astérix qui voit justement Panoramix faire le con avec sa partenaire comment dire, comment dire d'attraction, justement tu as Astérix qui commence à paniquer, il y a un bruitage à la Looney Tunes, tout ça, où justement ils commencent à foncer pour essayer de les sauver quand ils sont dans l'espèce de parc d'attraction avant le combat, justement. C'est très réussi. Il y a même cette satire sur la société, sur le star system, où tu as carrément justement avec la musique extra-digétique, what a man, avec justement César qui débarque, qui fait la pose photo alors que c'est juste, tu vois, des sculpteurs qui essayent de sculpter, on va dire, son profil, tout ça, mais en fait, tu as César qui se casse et tout. Donc voilà, après tu as Cléopâtre qui fait un tout petit caméo et qui en fait est toujours de profil puisque c'est une égyptienne, tout ça, puisqu'il y a aussi des hiéroglyphes, ces trucs-là. Donc c'était assez amusant par rapport à ça. Et ce côté très satirique avec même les présentateurs, tout ça, avec à la fois le présentateur qui comment dire, est un peu comment dire, de la vieille époque en termes de mentalité, parce qu'il dit qu'il n'y a plus de combat entre les animaux, voilà, alors que tu as justement sa collègue journaliste, entre guillemets, présentatrice qui dit ouais, mais ça aurait été de la cruauté animale, c'est bien que les mentalités changent, tout ça. Bref, voilà, c'était assez intéressant par rapport à ça. Il y a même aussi ce côté où vraiment la mère de César elle m'a bien fait marrer. Je sais pas si c'est un personnage qui existait déjà dans les bandes dessinées, j'ai pas tout lu d'Astérix, mais ça m'étonnerait que ce personnage-là existait déjà de la mère de César, enfin qu'elle a été déjà montrée. Vraiment, le côté vraiment grincheuse de la grand-mère grincheuse, vraiment assez râleuse. Clairement, pour vous dire, ça m'a littéralement rappelé ma grand-mère, qui est littéralement aussi insupportable et grincheuse. Bref, c'est une longue histoire dans ma vie privée, mais c'est vrai que j'en veux en partie à ma grand-mère par rapport à beaucoup de choses. Bref, c'est pas le sujet. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment ce côté-là où elle est vraiment râleuse, elle dit oh, il n'y a pas de pain, il n'y a même pas de spectacle, machin. C'était vraiment amusant par rapport à ça et vraiment réussi. Même cette blague où vraiment il y a. Pour revenir au premier épisode qui est assez intéressant, où vraiment tu as ce côté où vraiment tu as Panoramix qui parle avec le chef, enfin le chef à l'époque où il y avait Astérix et Obélix quand ils étaient enfants, le chef avant Coursix du coup, le chef qui en fait, oui je dis le chef parce que j'ai oublié son nom, tu vois, le chef qui dit à Panoramix non mais t'en fais pas, on est en moins 77, qu'est-ce qui pourrait nous arriver avec ce César qui est pas à sa grandeur, quoi. Ça c'était avant moins 50, avant qu'en moins 50 justement il y ait des mentalités qui changent, et avant l'ascension de César, tout ça, bref, vous m'avez compris, c'était justement bien avant que César et que Rome devienne un danger pour les Gaulois. C'était pendant l'âge d'or des Gaulois, c'était pendant l'âge d'or où Vercingétorix était suffisamment puissant à l'époque pour s'opposer et pour combattre l'Empire romain, avant qu'il se fasse arrêter, tout ça. Mais voilà, c'est déjà intéressant par rapport à ça parce que vraiment, il y a ce côté où vraiment
Il y a même une blague vraiment vraiment une blague qui se moque vraiment du wokisme, ou même le signe avec César. Bref, je vais pas vous faire le geste parce que ça ressemble à un certain signe naï. Bref, voilà, vous m'avez compris. Je pense, bref, si je tends le bras comme ça. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'un signe romain, tout ça, et t'as justement le chef qui dit à Panoramix, non mais un geste comme ça pourrait pas être à la mode du tout au terme de l'époque, en termes de l'avancée du temps, tout ça. Bref, il y a une blague comme ça qui est assez satirique et qui est vraiment assez osée par rapport à ça. Bon après, quand tu vois que Panoramix, il est énervé parce que justement, t'as tous les Gaulois à l'époque qui faisaient n'importe quoi quand il y avait Astérix qui était encore un enfant, qui font n'importe quoi avec la potion magique, et justement il y a Panoramix pardon, qui s'énerve parce qu'ils font des bêtises, tout ça. Bon, bref, il y a une blague comment dire, qui m'a un peu surprise, c'est quand il y a un Gaulois qui dit ouais, où est-ce que je vais mettre tous mes troncs d'arbres, tout ça, où est-ce que je vais mettre mon bois. Et t'as Panoramix qui dit ah, tu veux vraiment le savoir. Bon, ça c'était une blague un peu trop osée pour un Astérix. Je savais pas comment réagir par rapport à ça. Il n'y a pas eu vraiment de déconstruction par rapport à ça. Mais est-ce que ça a massacré pour autant tout Astérix? Je pense pas. C'est vrai que ma réaction était moins énervée par rapport à ma réaction de Daffy et Porky, parce que Daffy et Porky, c'est une blague lancée comme ça, sans le contexte. Alors que quand j'ai vu Daffy et Porky au cinéma par rapport à la blague du twerk sur TikTok, bah, la blague a bien été déconstruite par rapport à la moquerie qu'on fait sur TikTok dans le film Daffy et Porky. Bref, je vous avais fait une critique 100% spoiler sur Daffy et Porky, enfin une double net critique par rapport aussi à Captain America Brave New World. Je vous mettrai tout ça en description si vous voulez y jeter un coup d'œil. Bref, c'est une blague un peu bizarre, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les conséquences de quand un pouvoir est mal utilisé et quand c'est utilisé pour l'égoïsme et pour l'irresponsabilité. Et justement, Panoramix, c'était à une époque où, en moins 77, il n'y avait pas encore les Romains, et forcément Panoramix, voilà, il voulait garder la potion magique vraiment de côté pour justement faire en sorte que ça soit pour se préparer, comment dire, au pire, c'est-à-dire à l'ascension de Rome, à l'ascension de César. Et ça, ils ont très bien, et franchement, ça a été très bien trouvé. Par contre, par rapport à ce que je disais sur Ryan Johnson et sur Star Wars 8, bah justement, il y a une blague sur une mosaïque qui représente littéralement César avec un profil d'un parcours X, tu vois, sur l'affiche de Star Wars 8. Ce qui était vraiment réussi avec justement le créateur de cette mosaïque qui fait des blagues justement sur César, qui dit que c'est le meilleur, alors qu'à côté justement, à côté à Baracoursix, c'est un bouffon, voilà, justement pour se moquer du personnage de Rey joué par Daisy Ridley, et d'un côté César qui est justement Luke Skywalker qui est le meilleur, tout ça. C'est vraiment une crotte de nez qui lançait littéralement Star Wars 8. Franchement, Alain Chabat, Alexandre Astier, les mecs qui aiment Astérix, ils ne supportent pas cette postologie Star Wars. Je les kiffe pour ça, vraiment. Comment, en étant gamin, j'ai pu kiffer Star Wars, enfin la postologie Star Wars. Mais bon, je pense que réellement, ça a été grâce au 9 qui était tellement une merde que je me suis dit, non, je peux pas apprécier Star Wars si j'apprécie la postologie Star Wars. C'est impossible. Mais il y a vraiment des clins d'œil à la pop culture qui sont bien foutus comme ça. Il y a même à un moment donné, comment dire, Panoramix, pardon, qui, je sais pas si je me suis trompé sur les noms, n'hésitez pas à me dire et à me corriger si je me suis trompé sur la prononciation des noms pour certains personnages. Panoramix qui a, comment dire, fait souffler sa barbe avec le bruitage de Burger Quiz de Alain Chabat, puisque Burger Quiz, voilà, Alain Chabat, émission d'Alain Chabat à la télévision, bref, vous m'avez compris. Vraiment tellement de références à la pop culture, ça m'a fait tellement marrer, c'est tellement bien trouvé, c'est subtil, c'est compréhensif par tous, les enfants, les parents, les adultes, les ados, tout le monde. C'est accessible à tous. Ils ont réussi leur coup de maître, vraiment. C'est incroyable. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vraiment, Metadata qui est un personnage très intéressant, qui est quand même, tu vois, travailleuse, compétente. Quand il s'agit des travaux par rapport à la, comment dire, pardon, à la reine, tu vois, c'est très bien trouvé par rapport à ça. Le fait où vraiment, Assurance Tourix, il fait le con, il chante faux, c'est insupportable et on lui donne des baffes dans la gueule, mais ça m'a fait tellement marrer, ça fait plaisir d'entendre Assurance Tourix, pardon, se chanter comme une casserole et se faire démolir par les autres. Par Obélix, par cet Automatix, c'était trop bien, c'était trop marrant. Je me suis bien marré, vraiment, c'était un vrai plaisir. Ouais, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et ça, en fait, j'avais vu des extraits sur YouTube qui montraient les clins d'œil d'Astérix par les autres films, tout ça. Enfin, les clins d'œil, on va dire, des autres films dans Astérix. J'avais vu aussi qu'il y avait un clin d'œil sur R2D2 de Star Wars, ou R2D2 en fait.
t'as Obélix qui écrase un Romain avec son bouclier, qui fait l'hypothèse d'R2D2, d'R2D2, pardon, et qui a justement la forme du droïde et qui justement essaye de se casser, quoi. Et bref, voilà. Vraiment ce côté où vraiment t'as Agent Canonix, enfin je sais plus le nom du petit vieux dans Astérix, l'espèce de petit vieux là qui est justement en couple avec les plus belles femmes du village. Là je parle pas de Bomni, mais vous m'avez compris. Euh, Astérix, personnage. Si vous savez le petit vieux là je parle pas du l'ancien chef. Voilà, AG Canonix, voilà AG Canonix justement qui passe comme justement comme l'entraîneur de Rocky quand il s'agit d'entraîner à Paracourse X ou même pour encourager Obélix pour le combat. C'était tellement marrant. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment cette idée de fusil de Tchekhov, c'est-à-dire une règle au théâtre qui permet, encore une fois, le fusil de Tchekhov, de justement instaurer un élément dans l'acte 1 et aussitôt le réutiliser soit dans l'acte 2, soit dans l'acte 3 d'une histoire. Et là-dessus, c'est foutrement intéressant. Parce que ce fusil de Tchekhov, il est utilisé justement au moment où tu as Obélix qui stresse, qui a de la timidité, tout ça, qui ne sait pas parler, qui bégaye, tout ça. Et justement, bah, en fait, au moment où il est plus ami avec Astérix et que Astérix n'est pas là pour le voir affronter justement le méchant dans l'arène, justement, et ben voilà, il pète un câble, tout ça. Et en fait, il se fait avoir par lui-même dans le sens où il tombe dans les pommes. Et ce qui fait que malheureusement, bah, les Gaulois, tout ça, le village est dans la merde. Mais ce qui était vraiment réussi dans ce film-là, c'est que vraiment, même le thème principal est utilisé même dans la série. C'est ça qui est fou quand même. Et c'est ça qui est réussi. Même la musique est très bien utilisée. Là, je parle pas de la musique extra-digétique, mais je parle bien de la musique intra-digétique, c'est-à-dire la musique intra-digétique du film, enfin de la série. Vraiment quoi. Il y a vraiment le côté émotion, le côté enjeu, le côté épique même du combat de la Gaule contre justement César, tout ça. Et vraiment ce côté, cette aura vraiment épique et spectaculaire. Cette critique de Disney, de Disneyland, avec même les marionnettes qui font les idiotes, comment dire, c'est un monde romain. Ce qui fait justement une référence à Shrek, qui s'était aussi moqué de ça avec les pantins qui faisaient c'était un monde parfait, Lord Farquaad, je sais pas quoi, qui était assez intéressant. Et ça, c'est intéressant que Alain Chabat ait réutilisé son clin d'œil par rapport au fait qu'il avait doublé Shrek dans la version française et qu'il ait respecté ce clin d'œil-là de Shrek pour l'utiliser aussitôt dans Astérix. Et ça, c'était très bien trouvé, franchement. Et franchement, c'était sympathique. Même le fait qu'il y a ce côté un peu moderne de notre époque, mais le fait que c'est aussi fait par la main, c'est fait par des technologies adaptées à l'Antiquité. Quand tu vois les marionnettes chanter, bah, c'est en fait un orchestre, on va dire, qui chante, on va dire, les paroles des marionnettes, tout ça. Bref, c'était réussi. Il y a vraiment cette satire, même par rapport à Disney, qui est encore plus évidente et encore plus respectée. Et là, je dis bravo. Là, je dis bravo, les gars. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre. Voilà. Le fait aussi que, bah voilà, que Astérix et Obélix se disputent beaucoup, qui sont très amis à la base, mais que franchement, il y a cet enjeu vraiment d'Obélix qui est en colère contre Astérix parce que Astérix, Astérix en fait, il était, excusez-moi, Astérix, voilà, il était dans cette optique d'utiliser aussi Obélix pour surtout gagner facilement le combat pour sauver le village. Ce qui a vexé Obélix, justement, qui s'est senti trahi, qui s'est senti, comment dire, utilisé, et pas comme un véritable leader, pas comme un véritable chef qui a été nommé temporairement, tu vois, pour que justement Apparatus ne fasse pas le combat, mais que ça soit Obélix, puisque dans les règles gauloises, bah en fait, si t'élis un autre chef, bah justement, c'est ce chef-là qui va reprendre le relais de l'autre, quoi. Qui va prendre le relais de l'autre. Mais bref, comment dire, reprendre le flambeau de l'autre, bref, je suis un peu fatigué, excusez-moi. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport à cette série qui était vraiment exceptionnelle. Vraiment, ce qui comment dire, provoque une scissure énorme par rapport à Astérix, par rapport au fait que tu as Obélix qui lui dit avec ouais, voilà, avec ton petit caractère, avec ta petite taille, tout ça, tu fais bien le malin, tu fais bien l'intéressant, mais quand il s'agit de reconnaître tes torts, t'es pas là, machin. Bref, voilà. Il y a vraiment cette session vraiment. T'as Obélix qui se sent dépité parce qu'il peut plus être lui-même, il peut plus être le personnage qu'il est parce que bah, justement Astérix lui faisait des reproches. Et même la scène où tu as justement l'ami gothique de Panoramix qui vont voir, il y a cette scène où justement il y a cette scène de psy où vraiment c'est comme un couple qui se dispute, même si à la base bah, ils sont surtout frères à la base, voilà, c'est surtout comme des frères Astérix et Obélix qui on va dire peuvent se chamailler mais qui s'adorent avant tout, tu vois.
Il y a vraiment ce côté où vraiment tu as Astérix qui dit ces quatre vérités par rapport à Obélix, comment dire, en avouant, on va dire, les défauts de Obélix, et Obélix qui avoue les défauts d'Astérix, même si Astérix, il a du mal à entendre ces choses-là, tu vois quoi. Mais voilà. Mais vraiment ce côté très français, vraiment ce côté très humain par rapport au fait que c'est vraiment une thérapie de couple. Enfin, c'est vraiment une thérapie entre amis dans cette série Le combat des chefs entre Astérix et Obélix. Et ils ont très bien percé par rapport à ça. Et même idée fixe, il n'est pas mis de côté. Il est bien utile, même quand il s'agit de défendre les autres Gaulois des Romains qui pourraient les attaquer. Même si tu as Obélix qui est quand même démoralisé, qui dit que je suis le pire chef de toute l'histoire de la Gaule, alors que voilà, il pourrait tout simplement débarquer pour défoncer les Romains. Même si au final, t'as Astérix qui justement avait été banni par Obélix quand Obélix était encore chef. Et en fait, on pourrait dire que tout simplement, en reprenant justement la catchphrase, en reprenant tout simplement la réplique culte d'Astérix, toute la Gaule a été occupée par Rome, tout ça, dit par César. Mais en fait, tu as justement Astérix qui rétorque non, toutes non, parce qu'il reste encore un Gaulois qui résiste et encore à l'envahisseur, c'est-à-dire Astérix le Gaulois. Bref, voilà, c'est très intéressant parce qu'ils ont gardé l'essence d'Astérix cette fois-ci. Ils ont gardé le costume. C'est pas comme Astérix qui est en manteau de laine dans la fin du film du secret de la potion magique. C'est très intéressant qu'ils aient cette fois-ci vraiment réussi à garder Astérix tel qu'il est et on pourrait pardon excusez-moi et où à une époque où tout simplement enfin à un instant dans la série où Astérix il est considéré tout simplement comme le dernier Gaulois résistant à l'envahisseur c'est-à-dire Rome. Donc vraiment il y a des métaphores par rapport à ça, il y a des et comment dire il y a des rapprochements d'intrigues par rapport à ça, il y a des sous-entendus qui sont vachement intéressants. Et voilà quoi, il y a même les répliques cultes de Panoramix, d'Obélix qui reviennent en mode non, Obélix, tu es tombé dans la potion magique quand étant petit, voilà. Donc voilà, vraiment des catchphrases qui sont vraiment bien utilisées. Le fait aussi que ça parle encore des modes modernes par rapport dire, aux mentalités modernes, cette série-là. Bref, j'ai un peu bafouillé, je m'en excuse encore. J'espère que ma critique n'aura pas trop été décousue en tout cas. Mais tout ça pour conclure en 35 minutes ou à 40 minutes, je dirais que Astérix, le combat des chefs, c'est une pépite, c'est une masterclass, c'est vraiment un respect de fou à l'essence des personnages et par rapport à leur thématique. Il y a vraiment ce côté d'entre-deux où en fait on tape sur tout le monde, il y a une satire sociale générale où on tape à la fois sur le wokisme et à la fois sur l'anti-wokisme qui est un peu trop exagéré parfois, avec certains conservateurs, tu vois, qui sont un peu trop conservateurs justement. Même Potus, même d'ailleurs Potus, le nom justement du Romain qui est doublé par Jean-Pascal Zadi, justement Potus, ça fait référence à President of United States, tout simplement. Ce qui fait tout simplement clin d'œil à Donald Trump, on veut dire une petite pique comme ça, mais faut pas croire aussi, il y a eu également aussi la petite pique, même pour Fast and Furious, tout simplement, rien qu'en vous disant ça, c'est une dinguerie. Mais Potus, voilà. Je sais pas si President of United States of America, bref, je sais pas si ce nom de POTUS est une satire sur l'Amérique en général ou si c'est comment dire un clin d'œil par rapport à Trump ou par rapport à Biden. Biden qui ces dernières années avait fait n'importe quoi. En tout cas, Trump par rapport au wokisme, il est contre et là là-dessus je suis pour ce qu'il dit par rapport à Trump, par rapport au fait que Trump il est contre le wokisme, tout ça. C'est l'un des rares trucs sur lesquels je peux le soutenir. J'espère que Trump fera un meilleur boulot que Joe Biden. On n'est pas là pour parler de politique, alors s'il vous plaît, ne me lancez pas là-dessus. Mais bref, c'est vrai que Trump, il a à la fois ses défauts, à la fois ses qualités. Comment dire, Joe Biden, si Kamala Harris, depuis toute façon, je vous le dis franchement, désolé de déraper, mais si Kamala Harris avait été élue par l'Amérique, bah, l'affaire de Puff Daddy, elle aurait été un peu mise sur le tapis, quoi. Et ça aurait été un peu compliqué par la suite. Bref, je suis pas là pour faire de la politique. Du moment qu'on a un bon dirigeant pour le reste du monde, c'est suffisant. Mais que ça parte pas dans tous les sens, évidemment, quel que soit le côté, tout simplement. Bref, hormis ce hors-sujet qui servait pas trop à grand-chose, c'est une série que je recommande aux enfants, que je recommande justement à vous parents à faire découvrir à vos enfants. Si vous avez regardé comme ça tout seul la série, bah faites-la découvrir à vos petits-neveux, à vos petits cousins, à vos enfants, je sais pas quoi. Je sais pas qui, pardon. Bref, c'est une série qui est vraiment exceptionnelle. L'animation est vraiment, mais vraiment réussie. Il y a beaucoup de libertés, comme je l'ai dit, qui ont été prises du combat des chefs. Donc voilà. Et donc c'est intéressant de voir enfin une véritable adaptation avec beaucoup de liberté du combat des chefs. Et ça, c'est réussi par rapport à ça.
une vraie adaptation, puisque le coup du menhir, bah, c'était pas vraiment une adaptation de Astérix. En fait, en fait, le film d'animation en 2D des années 80 du coup du menhir, c'était avant tout à la fois une adaptation mélangée du devin avec, justement le combat des chefs. C'était surtout ça, on va dire, ce film d'animation-là, avant même les premiers films en live action, avant même les films d'Astier, la série animée d'Alain Chabat, bref, vous m'avez compris. Je sais pas ce que je peux rajouter de plus. Franchement, regardez-la ou revoyez-la avec vos enfants. C'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir que vous me disiez aussi en commentaire ce que vous avez pensé de cette série-là. Avec bien sûr, président à chaque fois spoiler, alerte, pour me dire vos moments préférés de la série, tout ça. Ce qui vous a le plus plu dans la série. Enfin voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre. Moi, en tout cas, c'est une série que je vais revoir. Ça, c'est clair et net. J'espère que. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que tous les albums d'Astérix par les nouveaux auteurs sortent tous les 2 ans. C'est-à-dire bah, toujours par des années comment dire, impaires, en termes de nombre impair, tout simplement. Donc, ce qui fait qu'en 2023, c'était le dernier Astérix, c'était l'Iris Blanc. Et en 2025, il y aura un nouvel Astérix en album, tout simplement. C'est vrai qu'il y a aussi une adaptation en album de l'Empire du Milieu, mais on compte pas vraiment ça. Gilles Lelouch a très bien doublé Obélix et il n'était pas dans cette caricature d'Obélix comme on a pu le voir dans l'Empire du Milieu, dans certains extraits. Franchement, Obélix qui a une très bonne voix, c'est-à-dire celle de Gilles Lelouch, où vraiment il y a vraiment à la fois l'innocence d'Obélix et à la fois comment dire, le côté franc-parler de Gilles Lelouch sans en faire trop, mais en respectant aussi la grosse voix, le côté un peu bateau de Obélix. Et ça, c'était très bien réussi par rapport à ça. Mais vraiment, l'essence même d'Astérix et les références, les personnages, c'est respecté de fou, quoi. Et là, je dis bravo. Là, je dis bravo. Je sais pas ce que je peux rajouter de plus, vraiment en quelques dernières minutes. Bref, voilà. En tout cas, j'espère que le nouvel album de Didier Conrad et de son co-auteur sera intéressant, ce nouvel album. Et voilà quoi. Ce qui est l'essence même d'Astérix, c'est de se moquer de toute la société en général, c'est-à-dire de taper sur la France, de taper sur les caricatures françaises, sur les caricatures de l'époque, tout ça, dans laquelle on est. Et ça, vraiment, à la fois se moquer, à la fois du progressisme toxique, à la fois, comment dire, du conservatisme, du son conservatörisme toxique aussi, se moquer de ces deux côtés-là, c'est aussi intéressant, quoi. Et c'est très réussi, franchement. Là, je dis bien joué. Là, je dis bien joué. Franchement, quoi. En tout cas, voilà. Bah, je pense que je vais terminer là. N'hésitez pas à liker, partager, commenter les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé de la série. Là, comme ça, il n'y a pas grand-chose qui me vienne par l'esprit. Mais en fait, c'est clairement des souvenirs d'enfants qui me sont surgis comme ça à travers cette série-là. Franchement, c'est un vrai régal, quoi. Les doubleurs, même les doubleurs de grandes stars, j'ai vu qu'il n'y avait pas un grand casting. On n'a pas reconnu j'ai pas reconnu beaucoup de starlettes, on va dire, dans ce casting vocal. Mais c'est très bien parce que ça a pu permettre d'avoir le vocal réel des personnages sans se soucier forcément de quelle star connue a doublé machin. Non, on a oublié ces stars-là pour connaître enfin, comment dire, savourer on va dire, les aventures des personnages avant tout. Même si au final, tout simplement, les doubleurs en question de ces comédiens-là, très connus, ont très bien fait leur job. Et ça, c'est impeccable, quoi. C'est impeccable. Et je pense qu'Alain Chabat, en animation, c'est vraiment le meilleur Astérix. Franchement, c'est le meilleur Astérix. Astérix qui est égal à lui-même, idéfix qui a même ses petits moments. Et même d'ailleurs, petit bonus, quand même, petit bonus, c'est un mauvais jeu de mots. À la toute fin de l'épisode 5, si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du générique, il y a ce côté cartoonesque, ce petit dessin animé cartoon avec des sangliers qui essayent de choper des légumes, tout ça. Et on voit en fond, en ombre, Astérix et Obélix et Défix. Bah, c'est avec les canards, tout ça, le côté où ils essayent de choper les légumes du village. Mais t'as en fait les canards domestiqués qui essayent d'arrêter comment dire, les sangliers, tout ça pendant toute l'intrigue des 5 épisodes. Et ça, c'était très amusant par rapport à ça. Ils ont très bien joué là-dessus. Enfin, plutôt à partir de l'intrigue de l'épisode 3, ou plutôt épisode 2, où tu as justement Obélix qui propose de faire une sanglièrerie avec Astérix, tout ça. Bref, ce qui était très amusant. Et n'empêche, ils ont respecté l'essence des personnages. Ce qui n'était pas respecté par rapport au film live action où justement Astérix essaie de draguer de la minette, ce qui n'est pas du tout le personnage d'Astérix. Alors là, absolument pas. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Le cartoon qui était très amusant avec une conclusion qui peut satisfaire n'importe qui. À la fois, on va dire,
ceux qui sont tranquilles au village et les sangliers qui voulaient juste se faire une marmite de grillade de légumes. Donc c'était très amusant par rapport à ça. Donc voilà, en termes d'élite, bon, c'est cartoonesque, c'est pas forcément logique par rapport au reste des épisodes, mais c'est pas grave. Il y a vraiment un enjeu même par rapport au moment où tu as justement les boulettes canon, enfin les boulettes de venir de. Enfin, on peut dire les boulettes, on peut dire les boules de feu qui sont tirées sur le village, bref, plein de trucs comme ça qui sont assez intéressants. Je ne vais pas y revenir encore, mais je pense que vous m'avez compris. Merci à tous de m'avoir regardé dans cette critique. On se dit à la prochaine. Salut tous.